Dernière partie de la matinée, nous allons accueillir Canal Campanella et Caroline Toureau, toutes deux chargées d'études à l'ONPE, ainsi qu'elles vont nous présenter l'articulation justement entre la recherche et les pratiques au travers d'un programme d'intervention soutenant le lien parent-enfant qui sera exposé par Madame Camille Danertoiti. Merci à elle de nous rejoindre. Nous souhaitions cette année vous présenter un peu plus en détail l'activité du Conseil scientifique qui permet de produire dans le cadre de ces appels à projets annuels des recherches de qualité. C'est près de 80 projets de recherche qui ont été soutenus depuis 2005 et qui constituent des ressources importantes qui peuvent être mobilisées. Alors, le Conseil scientifique de l'ONPE, c'est une instance consultative indépendante qui est riche par sa composition à la fois diversifiée et pluridisciplinaire. Il est composé de 20 membres, 10 membres représentants d'organismes commanditaires de recherche et 10 personnes qualifiées qui sont des chercheurs reconnus en protection de l'enfance issus de disciplines différentes. Parmi ces personnes qualifiées, il y a notamment 2 chercheurs internationaux qui permettent de faire connaître les recherches soutenues dans les réseaux internationaux. Alors, ces membres se réunissent 5 à 6 fois par an autour de 2 activités principales. Tout d'abord, dans le cadre de ces 2 appels à projets annuels de recherche, donc appel à projet ouvert et appel à projet thématique, le Conseil scientifique sélectionne, accompagne et valide les projets de recherche soutenus. Il s'assure surtout de la qualité scientifique de ses travaux et privilégie une approche pluridisciplinaire et collaborative des recherches. Et puis il intervient dans le cadre du prix de thèse en protection de l'enfance, qui est organisé donc, depuis 2017 en partenariat avec la Fondation de France, qui a lieu donc tous les 2 ans, et dans ce cadre-là, il sélectionne la thèse lauréate et les finalistes à ce prix. Alors, les recherches soutenues sont d'une durée de 18 mois et peuvent aller jusqu'à 24 mois maximum, et tout au long de ces 18 mois, le Conseil scientifique les accompagne avec un suivi régulier. Alors, les recherches soutenues par le Conseil scientifique, ce sont avant tout des recherches ancrées sur le territoire à toutes les étapes de la réalisation. Excusez-moi. D'abord par l'expression des besoins qui sont remontés et qui permettent d'orienter chaque année le choix des thématiques des appels à projets. Ensuite, et c'est ce qu'on voulait pouvoir mettre en lumière aujourd'hui, en dehors de la recherche fondamentale qui est bien sûr soutenue et encouragée par le Conseil scientifique, de nombreux travaux sont menés de façon empirique par les équipes de recherche au sein des institutions de protection de l'enfance et permettent d'articuler les pratiques et la recherche, avec d'une part des chercheurs qui viennent à la rencontre des professionnels, des enfants, des parents, pour mieux saisir les enjeux et les contraintes de l'action de protection de l'enfance, et d'autre part les professionnels qui participent à la recherche et qui se retrouvent enrichis par de nouvelles perspectives sur leurs pratiques professionnelles. C'est notamment le cas de plusieurs recherches récentes qui sont présentes donc, dans le flyer du Conseil scientifique qui est à votre disposition. On peut citer par exemple la recherche qui sera prochainement publiée sur le site de l'ONPE, qui a été réalisée par Sandrine Amaré dans le cadre de l'appel à projet 2021, qui est une recherche participative et collaborative, et qui a cherché à mieux comprendre la façon dont le territoire est vécu par des jeunes placés et comment elle est perçue par les professionnels qui les accompagnent. Enfin, les recherches soutenues, ce sont des recherches qui permettent de produire des connaissances et d'éclairer des questions essentielles de protection de l'enfance, mais également de proposer des recommandations et dans certains cas qui ont permis de valider des outils éprouvés pour la pratique. Et c'est le cas de la recherche qui va vous être présentée aujourd'hui sur l'intervention relationnelle. Alors une fois que les recherches sont terminées et validées par le Conseil scientifique, elles sont publiées sur le site de l'ONPE et s'accompagnent généralement d'un résumé et d'une synthèse pour en faciliter la lecture. Il y a alors tout un travail de valorisation donc sous différents formats qui se met en place afin de faire connaître ces recherches aux différents acteurs de protection de l'enfance. C'est dans ce cadre-là qu'on organise les rencontres articulées recherche et pratique, qui sont donc des webconférences qui permettent sous un format court d'1h30 de présenter donc, de façon simplifiée les recherches soutenues, de permettre à un professionnel de venir donner son regard sur cette recherche et ensuite d'ouvrir un temps d'échange collectif avec l'ensemble des participants.
Ensuite, ces rencontres sont enregistrées et sont mises en accès libre donc, sur la chaîne YouTube de l'ONPE, sur laquelle vous pouvez retrouver les différents événements qui sont proposés par l'ONPE. Un autre format qui est également proposé pour certaines recherches soutenues, ce sont donc les ONPE synthèses, dont parlait Anne en introduction, dans la collection Les Échos de la recherche et qui permettent de présenter les principaux résultats de la recherche sous un format synthétique de 4 pages. Enfin, ces recherches peuvent également être présentées dans le cadre des séminaires de recherche et je laisse de suite la parole à ma collègue Caroline Toureau qui organise ces séminaires pour vous en parler. Bonjour à tous. Alors effectivement, Anne nous en a parlé également et je pense que vous êtes un certain nombre à connaître le format des séminaires de recherche qui vise à présenter des travaux de recherche avec des regards pluridisciplinaires sur des thèmes qui sont encore peu explorés, en proposant des interventions qui sont accessibles à tous, qui donnent à voir des connaissances scientifiques utiles à la pratique et qui offrent des temps d'échange pour proposer une réflexion collective qui se construit au fil des 4 séances, à travers notamment donc, les interventions bien sûr, le groupe d'experts dont vous a parlé Anne tout à l'heure, et de nombreux publics en visio. On avait une très forte représentation de quasiment plus de 80 départements à chaque séance, et on espère que ce sera la même situation pour le séminaire Logement, Famille et Protection de l'Enfance que nous ouvrons. Nous avons cette année réalisé dans le cadre de ce séminaire un groupe de travail en fin de séminaire pour produire cette année un document conclusif qui présentera les principaux résultats des analyses que l'on a travaillées sur les négligences. Donc les négligences, c'était effectivement le thème que l'on a retenu l'année passée. Les négligences intrafamiliales, c'est important de le préciser. 4 séances, 14 chercheurs de disciplines différentes, français et étrangers, puisque les travaux sont particulièrement développés au Canada et en Angleterre sur cette thématique. Alors ce thème des négligences nous est paru important à développer l'an passé parce que les négligences restent méconnues, souvent invisibles, d'ailleurs souvent invisibilisées parce qu'en cumul avec d'autres formes de maltraitance, alors même qu'elles sont reconnues comme une des 5 formes de maltraitance par l'Organisation mondiale de la santé. Alors dans le cadre de ce séminaire, nous avons fait un travail important de définition des négligences. On parle ainsi de situation de négligence lorsqu'un enfant n'obtient pas de réponse à ses besoins fondamentaux de la part des adultes disposant de l'autorité parentale. Nous avons aussi travaillé sur la définition juridique qui a avancé dans les dernières lois, mais qui reste encore très partielle, comme vous pourrez le découvrir aussi dans le numéro qui paraîtra en décembre. Nous avons valorisé dans le cadre de ce séminaire l'approche écosystémique qui permet de resituer les négligences dans le cadre d'un contexte social plus large et qui insiste aussi sur la précarité, l'isolement des familles qui sont concernées par ces situations. Par ailleurs, les travaux des psychologues, des pédiatres, des pédopsychiatres ont permis de comprendre l'ampleur des dommages qu'elles produisent sur le développement de l'enfant et l'importance de les repérer très précocement. Nous avons alors eu l'occasion dans le cadre de ce séminaire de proposer des outils pour aider les professionnels pour cela. Les approches que l'on a présentées, donc écosystémiques, mais aussi développementales, ou inscrites dans les théories de l'attachement, ont toutes souligné le risque d'une transmission transgénérationnelle et c'est aussi pour cela qu'il est important de les repérer et de les prendre en charge. Donc, dans ce séminaire, nous avons également analysé et apporté des connaissances sur les actions susceptibles d'être déployées en situation de négligence en présentant des interventions mises en œuvre dans ce contexte. Les interventions doivent simultanément se réaliser auprès de l'enfant, des parents, de la relation parent-enfant, mais aussi travailler autour de l'environnement familial et social, donc comme je le disais tout à l'heure, les situations de précarité, d'isolement qui doivent être accompagnées. Les interventions doivent être également précoces, durables et globales pour mieux protéger l'enfant, favoriser son développement et renforcer les liens affectifs parent-enfant. C'est dans ce cadre de ces réflexions que nous avons sollicité une présentation de l'intervention, de la recherche sur l'intervention relationnelle. Donc la recherche portée par Raphaël Milkovic et Daner Toati, que je remercie beaucoup d'être présente, est particulièrement intéressante car elle propose un programme d'intervention qui permet d'outiller les intervenants en milieu ouvert. Il nous a semblé ainsi important de faire connaître ce dispositif qui apporte aux professionnels à la fois des outils conceptuels, en les formant notamment à des concepts de la théorie de l'attachement et de la sensibilité parentale, et des outils
concret en proposant un programme défini avec des séances dont le contenu est précisé, constituant ainsi donc, une véritable ressource pour aider les professionnels à protéger les enfants et accompagner les familles en milieu ouvert. Il est d'ailleurs important de souligner que l'ensemble des professionnels qui ont été impliqués dans la recherche ont exprimé un très fort taux de satisfaction, soulignant les nombreux apports du dispositif présenté par certains comme une véritable feuille de route. Il propose en effet un cadre de travail structuré et concret où les professionnels sont par ailleurs fortement accompagnés, notamment via des supervisions. Ce travail nous a paru également particulièrement intéressant parce qu'il repose sur une recherche rigoureuse, une démarche méthodologique sérieuse, et que la recherche a présenté l'intérêt d'être particulièrement en articulation entre les travailleurs, entre praticiens et équipes de recherche. Je vous propose de ne pas présenter cette diapositive et de laisser plus directement la parole à Camille Damertati, que je remercie encore particulièrement d'être là et qui vous présentera plus en détail le dispositif. Merci beaucoup. Après, moi, je veux que vous bien là. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette belle introduction et merci de m'avoir invité. Donc, je vais avoir le plaisir de vous parler de l'intervention relationnelle. Donc, c'est une intervention qui vise à soutenir la relation d'attachement pour favoriser le développement de l'enfant. Donc, premier intérêt de cette intervention, c'est qu'elle a été mise au point en collaboration entre chercheurs. Donc là, c'était des chercheurs québécois et des professionnels de terrain. Donc déjà, elle a cet intérêt-là de connaître bien les enjeux de la protection de l'enfance. Donc, je vais quand même vous reparler rapidement, brièvement de la question des enjeux. Donc c'est une intervention qui a été validée en contexte de protection, donc tout d'abord au Canada, dans d'autres pays et maintenant en France. Mais aussi donc en contexte de protection, mais aussi en contexte d'adoption et également auprès de mères adolescentes et aussi dans un contexte de placement. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de résultats dans des mesures de protection de l'enfance, mais sans séparation, donc d'AED renforcée, mais elle est aussi applicable à d'autres contextes. Donc, on sait aujourd'hui, grâce à la documentation scientifique, que les actes de maltraitance, donc, et les abus et les négligences, ont des effets délétères pour de nombreuses sphères d'adaptation de l'enfant. Je voulais attirer votre attention en particulier sur deux recherches. Donc, une première qui est longitudinale, il y en a peu dans le domaine et je trouve que les résultats sont particulièrement saillants. Donc dans cette étude, c'est une étude de Lee Raby et de ses collaborateurs de 2019, donc qui s'est intéressé de manière longitudinale aux effets de la maltraitance, donc à différentes périodes du développement, au niveau des compétences sociales des enfants et des compétences académiques. Donc ce que montre cette recherche, c'est qu'effectivement il y a un effet direct de la maltraitance sur les compétences sociales, donc ce qui veut dire que ces expériences précoces vont affecter le développement de l'enfant de manière assez robuste et que ça va persister, donc l'effet va persister dans le temps, même donc plusieurs décennies après les expériences de maltraitance. En ce qui concerne les compétences académiques, il y a également un effet, mais celui-ci est indirect. Ce qui veut dire que la maltraitance va tout d'abord affecter le développement de l'enfant, donc son adaptation, le développement de l'individu, et que ces altérations au niveau du développement vont avoir un effet par ricochet en retour sur les compétences académiques. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième étude, avec un autre type de devis, donc là il s'agit d'une méta-analyse. Donc méta-analyse, c'est une synthèse chiffrée de la littérature qui cette fois-ci s'est intéressée à ce dont vous parliez tout à l'heure, à la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Donc ce qui ressort de cette méta-analyse, c'est que lorsque on a été maltraité soi-même pendant son enfance, on a un risque de devenir un parent maltraitant presque 3 fois plus élevé que des personnes qui n'auraient pas vécu la maltraitance. Alors, c'est des résultats particulièrement saillants, mais pris dans leur ensemble, ils mettent en avant une trajectoire développementale à risque, donc lorsqu'on a vécu la maltraitance, et en plus cette idée que cette trajectoire va pouvoir se répéter d'une génération à l'autre si on n'intervient pas de manière précoce.
Donc j'en viens évidemment à la partie intervention, avec ce besoin d'intervenir de manière très précoce et surtout adaptée. Des interventions en protection de l'enfance, il en existe tout un panel, plus ou moins efficace et plus ou moins évalué, donc avec l'idée de, effectivement, le placement, par exemple, qui serait des interventions les plus drastiques, donc nécessaires pour faire stopper la maltraitance, et que de la faire stopper, donc par une intervention type AEMO ou autre, ou par remplacement, n'est pas suffisante pour que l'enfant puisse reprendre le cours normal, typique, si je peux m'exprimer ainsi, de son développement. Donc les interventions, eh bien, elles doivent cibler des sphères directement affectées par la maltraitance, mais aussi des mécanismes clés soutenant le développement de l'enfant. Donc lorsqu'on parle de mécanismes clés, eh bien, on fait référence à l'attachement, qui est un de ces mécanismes qui est au cœur du développement de l'enfant. Donc il s'agit vraiment de ce lien vital qui va du petit bébé humain vers la personne qui s'occupe de lui. Et c'est un mécanisme qui va soutenir le développement et qui est nécessaire donc, à la survie de l'espèce et qui permet. C'est un lien vraiment émotionnel qui apporte à la fois sécurité et protection à l'enfant. Donc pourquoi on s'intéresse à l'attachement? Parce qu'il est au cœur du développement et on voit avec cette diapo qui est parlante qu'il y a des ramifications avec de nombreuses sphères d'adaptation donc nécessaires à l'individu et à son bon fonctionnement. Or, eh bien, en contexte de maltraitance, la question de l'attachement est évidemment problématique puisqu'on retrouve jusqu'à 80% d'attachement désorganisé. Donc l'attachement désorganisé, c'est celui qui est lié à tout un tas de troubles psychopathologiques à court, moyen et long terme. Donc maintenant je vais vous parler d'intervention relationnelle. Donc cette intervention, eh bien, elle se fonde sur les principes de base de la théorie de l'attachement. Donc à savoir l'observation des dyades, parents-enfants, donc en situation d'interaction, et aussi sur l'importance des comportements parentaux. Donc ces comportements parentaux, ils vont être directement à l'origine des schémas d'attachement. C'est-à-dire que la manière dont le parent va répondre à son enfant va faire qu'il existe des différences interindividuelles dans les types d'attachement. C'est-à-dire qu'on a tous un attachement, ça c'est quelque chose de développemental, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais en revanche la manière dont on est attaché va dépendre de la manière dont notre parent, notre donneur de soins se sera occupé de nous. Donc là il y a vraiment un enjeu vraiment important puisque on sait que la maltraitance a des effets délétères, on ne peut pas intervenir directement sur les effets de la maltraitance, mais en revanche on peut intervenir sur cet aspect relationnel. Donc, notre intervention, elle vise à travailler la sensibilité. Donc, la sensibilité parentale, c'est un autre concept clé de la théorie de l'attachement. Donc, ça va être cette capacité à percevoir et répondre aux besoins de son enfant dans un délai suffisamment rapide en fonction de son âge. À percevoir, mais aussi à interpréter. L'interprétation est importante. Donc, notre intervention a été conçue et validée, donc, notamment pour des populations victimes de maltraitance, initialement de 0 à 5 ans, et avec notre étude française, aujourd'hui, jusqu'à 7 ans. La logique derrière notre intervention, c'est d'évaluer le mode relationnel de la dyade, donc comment l'enfant va utiliser son parent pour se sécuriser, et puis pour explorer le monde qui l'entoure, et comment le parent va répondre à ses besoins. Donc à partir de cette évaluation, de cette photographie de comment ils fonctionnent ensemble, eh bien on va pouvoir modifier les comportements parentaux pour en retour augmenter le sentiment de sécurité de l'enfant et au bout de la chaîne, eh bien, de modifier la dynamique relationnelle. Donc effectivement c'est tout un programme. Je fais passer toutes les animations, voilà. Donc, de manière très très concrète, il s'agit de 8 rencontres qui se déroulent la plupart du temps à domicile. Pas toujours, mais la plupart du temps. Il nous est arrivé aussi de faire des interventions directement au sein du service dans lequel on a implanté la recherche. Donc, il y a 4 temps thématiques. 4 temps, pardon. Donc, le premier, c'est une discussion thématique. Donc sur les besoins de l'enfant, sur les enjeux développementaux, sur des questions très précises que vont se poser les parents. Donc on a tout un guide de discussion pour soutenir les intervenants afin de les mener. Ensuite, après cette période de discussion thématique, on a la période d'enregistrement vidéo. Donc vraiment cette intervention, ce qui est central, c'est la question de l'enregistrement et de la rétroaction vidéo. Donc on va filmer des interactions
parents-enfants, donc généralement des temps de jeu, mais ça peut être aussi des temps du quotidien. Donc on a nos éducateurs qui ont été formés, qui sont tous outillés avec leur petite tablette et qui interviennent à domicile, donc en filmant. Donc ces activités, ça peut être, comme je vous ai dit, des temps de jeu, ça peut être des marionnettes, des comptines, un jeu de société pour un enfant plus grand, que sais-je, en tout cas un temps pour mettre en interaction l'enfant avec son parent. Et ensuite, donc là, l'intervenant va regarder le film de l'interaction et va renforcer tous les comportements favorables du parent. Puisque finalement, vu qu'on est dans un contexte de protection, les parents que l'on accompagne, ils savent bien déjà qu'ils ne savent pas faire, ils savent bien que c'est difficile et ils sont déjà bien au courant de leurs difficultés. Donc là, l'idée, c'est justement de mettre l'accent sur leur propre répertoire comportemental, dans cette idée de favoriser, de multiplier les comportements positifs. Et donc ensuite, il y a le temps de conclusion de la rencontre où on va faire avec eux une synthèse des points importants, puis les encourager à reproduire dans leur quotidien. Donc, petit clin d'œil à la maison d'enfants à caractère social des Pressoirs du Roi, donc de son pôle parentalité, dans laquelle la recherche s'est déroulée et se déroule encore. Là, je vais vous présenter les résultats préliminaires. Donc, il y a plusieurs mesures de protection de l'enfance, toutes des mesures sans séparation, donc de l'action éducative à modalité renforcée, une mesure d'accueil modulable et une mesure de placement avec une modalité sans séparation. Évidemment, on a formé donc une partie des travailleurs sociaux, chefs de service, psychologues. La partie formation, elle est importante, bien sûr, mais la partie la plus importante que j'aurais dû encadrer et faire clignoter avec des animations, c'est la partie supervision. Parce qu'une fois qu'on donne des outils, super, on a des outils, comment on les utilise et qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, effectivement, il y a une supervision de 4 heures par mois, donc de tous les intervenants qui utilisent l'intervention relationnelle pour s'assurer d'une part que la méthode est bien intégrée, parce que c'est difficile de changer ses pratiques, et d'autre part pour les soutenir dans cette tâche difficile. Donc là, je trouve que l'intérêt premier finalement, c'est de prendre les données scientifiques, les données de la recherche, et de les appliquer sur le terrain. Donc parmi nos données préliminaires, donc on a comparé grâce à un essai contrôlé randomisé, donc ce qui veut dire qu'on a assigné aléatoirement nos participants dans nos 2 groupes, donc le groupe intervention relationnelle et le groupe intervention habituelle. Et donc déjà, première chose, c'est ce qui était souligné tout à l'heure, c'est qu'il y a un taux de satisfaction des parents qui est vraiment majoritaire, avec cette idée que d'une part, ils se sentent satisfaits, et d'autre part, ils recommanderaient cette intervention à d'autres. Je vais assez vite sur la partie résultats. Je vous présente que des résultats d'auto-questionnaire, c'est-à-dire qu'on a toute une méthodologie assez complète et que là, aujourd'hui, à disposition, c'est des auto-questionnaires. Tout ce qui est vidéo et entretien, on ne les a pas encore analysés. Donc nos résultats vont dans le sens de ce qu'on a trouvé dans les autres pays, et notamment au Canada, c'est que les parents constatent, après l'intervention relationnelle, moins de comportements extériorisés de leur enfant et moins de comportements intériorisés. En tout cas, la manière dont ils se les représentent. Ça a bougé après 8 semaines d'intervention. Pareil, au niveau du stress parental, donc on a mesuré le stress et notamment une échelle qui s'appelle enfant difficile. Donc c'est comment le parent se représente son enfant comme difficile et le poids que ça lui coûte. Et donc pareil, il y avait une diminution du stress parental sur cette échelle-là pour les parents qui ont bénéficié de l'intervention relationnelle. Une augmentation du fonctionnement réflexif. Donc le fonctionnement réflexif, c'est cette capacité à se représenter ses propres états mentaux et ceux de son enfant. Donc là, le fonctionnement réflexif parental. Donc après l'intervention, ils avaient tendance à attribuer moins d'intentions hostiles à leurs enfants. Donc, par exemple, un enfant, je ne sais pas, fait tomber quelque chose ou alors il fait une colère ou quelque chose comme ça, ça va être, le parent va dire il fait exprès, ou alors il a mal, il fait exprès pour m'embêter, etc. Donc là, je vous vois lever les yeux, mais c'est bien la réalité. Donc là, il y a une diminution de cet aspect hostilité. Ce qui est vraiment intéressant, puisque c'est ça qu'on cherche à modifier pendant la rétroaction vidéo avec le parent. Par contre, on n'a pas trouvé d'effet sur la perturbation familiale. Donc là, c'est une mesure de la stabilité, de la fiabilité au niveau du quotidien. Et là, pour le moment, on n'a pas réussi à trouver des effets là-dessus.
Et puis, oui, le plus important, la satisfaction des intervenants. Donc, tous les intervenants sont particulièrement satisfaits de cette intervention. Pas qu'elle soit magique, mais en fait, c'est un guide, ça structure, on sait quoi faire. Tout à l'heure, je discutais sur l'idée de, finalement, quand on intervient, on a plein d'objectifs très généraux. Je m'en rappelle bien, j'ai été également psychologue sur le terrain avant d'être chercheur, et je me rappelle de ces objectifs. Il faut travailler la relation. Ok, d'accord, il faut travailler la relation, on y va, mais comment on la travaille cette relation si on ne sait pas par quoi recommencer, quels sont précisément ce qui fonctionne, etc. Donc là, c'est vraiment cette idée d'avoir un guide assez précis. Donc les intervenants sont vraiment plutôt satisfaits et se sentent soutenus. Donc pourquoi c'est une grille de lecture? Nous, vraiment, notre message, c'est de favoriser le développement des habiletés d'attachement et de reconnaître les comportements d'attachement et notamment les habiletés d'observation. Quand on observe, un intervenant qui est en capacité d'observer de manière précise, il va pouvoir reconnaître les comportements parentaux sensibles, insensibles et dysrégulés. Il va pouvoir reconnaître les comportements d'attachement communiqués par les enfants. Et ça, c'est important. Parce qu'on parlait de maltraitance tout à l'heure, comment on l'évalue, eh bien, ça va être très très rare en tant qu'intervenant qu'on se retrouve dans une situation où on voit un parent, là, en direct, maltraiter son enfant. Ce seraient les situations les pires. Mais en revanche, être en capacité de voir ce que l'enfant manifeste, parce que c'est des petits comportements. Alors oui, le parent pourrait peut-être, lui, contrôler certaines impulsions ou certaines choses, mais lui, l'enfant, il est très spontané. Donc d'être en capacité de voir effectivement ces comportements-là, c'est déjà un outil vraiment très, très puissant. Ensuite, une fois qu'on a une idée, on va pouvoir émettre une hypothèse relationnelle et d'intervenir en fonction de cette hypothèse. Donc si on trouve que le parent ne perçoit pas les besoins de son enfant, on va avoir envie de mettre en place des interventions pour l'amener à percevoir. Si on trouve qu'il y a trop d'intrusion, donc un parent qui serait trop proche, qui mettrait les mains sur les joues, dans les oreilles d'un jeune enfant, on va proposer une intervention justement qui permettrait d'être un peu plus à distance et on renforcerait tous les moments où justement il serait plus à distance et il laisserait son enfant explorer par exemple. Donc l'intérêt de la rétroaction vidéo, je vous parlais tout à l'heure de fonctionnement réflexif. Les parents en contexte de protection, souvent ils ont un faible fonctionnement réflexif, ils ont peu accès à leur intériorité, à leurs pensées, à leurs ressentis, etc. Donc voir de manière très directe ce qui se passe là avec son enfant permet de favoriser, de pouvoir faire des liens entre voilà ce qu'a fait mon enfant, voilà ce que j'ai fait et ce que ça produit, là de manière assez immédiate. Donc c'est assez puissant par rapport à ça, donc ça favorise une forme d'insight. Et puis ça rétablit la séquence et l'organisation des événements. Certains parents vont avoir des distorsions cognitives. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand on regarde la vidéo et puis qu'on on fait un retour en arrière, ça permet de remettre de l'ordre dans les séquences. Donc il ne s'agit pas forcément de ce que l'intervenant dit, mais c'est aussi ce qu'on voit. Et donc la possibilité de se voir autrement, puisqu'on ne va pas s'arrêter sur les moments plus difficiles, parce que évidemment qu'il y en a, on va s'arrêter uniquement sur ces moments où l'attitude du parent aura un effet bénéfique sur l'enfant. Oui, donc ça, cette petite photo, parce que j'aime bien aussi remercier mes co-chercheurs et toutes les personnes avec qui je travaille, parce que c'est pas un travail seul. Donc en haut, vous voyez l'équipe de chercheurs canadiens, donc qui est à l'origine de cette intervention, et puis plus bas, les chercheuses françaises. Et puis également sur la diapo d'après, voilà, ça c'est toute l'équipe clinique. Tous les intervenants qui ont été formés, qui ont mené vraiment un gros travail sur le terrain, parce que modifier ces pratiques, c'est pas simple. Ça demande aussi pas mal de capacités réflexives. Donc voilà, c'est particulièrement intéressant. Et puis on peut voir qu'il y a à la fois et des travailleurs sociaux et des psychologues. Concernant les données de notre recherche, je vous ai fait un aperçu absolument rapide qui ne tient pas compte de la méthodologie, et pourtant c'est une méthodologie qui est bien à la fois robuste tant du point de vue des instruments qu'on a utilisés, de la procédure, que des analyses statistiques. Donc ceux qui seraient intéressés, vous avez le rapport qui est disponible sur le site de l'ONPE.
et également quelques résultats de recherche donc avec l'intervention relationnelle. Donc on s'est posé la question, donc là vous voyez en se posant la question, est-ce que c'est bénéfique pour les parents? Oui, on a vu une augmentation de la sensibilité donc parentale, une augmentation de la qualité des interactions parents-enfants et une diminution des placements hors du milieu familial. Ça c'est des données canadiennes. Est-ce que c'est bénéfique pour les enfants? Oui, avec une augmentation d'un attachement sécurisant, diminution de la désorganisation de l'attachement et, comme pour nous, diminution des problèmes extériorisés et intériorisés. Et puis ensuite, je trouve que la dernière partie est particulièrement intéressante. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour les intervenants? Donc oui, à l'issue de la formation et de la mise en place de l'intervention relationnelle, on trouve un meilleur jugement professionnel à propos de des capacités parentales. C'est-à-dire que les intervenants étaient en capacité de prédire plusieurs mois après la récurrence des épisodes de maltraitance. C'est-à-dire que eux, leurs conclusions dans leur rapport allaient dans le sens de ce qu'on trouvait ensuite au niveau des informations préoccupantes notamment. Donc j'ai peut-être dépassé un peu le temps. Donc voilà. Merci à tous. Alors, merci Caroline. Merci pour cette présentation très synthétique. On a quelques minutes de débat où on voulait à la fois vous proposer, si vous avez des questions sur l'intervention en elle-même, et puis éventuellement ouvrir en fait la discussion aussi sur la question qui reste une fois qu'on a un outil qui est validé quelque part scientifiquement, qui est la question de son déploiement. Et donc on voulait éventuellement recueillir vos pistes de réflexion sur comment au niveau de vos territoires vous pouvez maintenant contribuer au déploiement, vous l'approprier. Il y a des exigences de formation, des exigences de moyens. Je sais qu'il y a une initiative de création de groupes de formateurs. Voilà, vous pourrez peut-être en reparler aussi. Mais voilà, on voulait aussi vous solliciter sur cette question de comment, une fois que ces outils sont proposés, vous pouvez contribuer à votre niveau, à les faire connaître et à les diffuser et à les mettre en place. Bonjour, Bruce Sarieux, directeur enfance famille, département de l'Ardèche. Du coup, avec mon collègue, on réfléchissait à cette recherche, on trouvait ça très intéressant. Vous l'avez positionné du coup sur de l'accompagnement à domicile. Est-ce que quelque chose a été pensé dans le cadre des visites en présence d'un tiers, qui est une question du coup pour nous, puisque effectivement dans une dimension particulière, en tout cas la relation parent-enfant ne se situe pas pour le coup dans une intimité familiale, mais tout le temps sous le regard d'un tiers. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé là-dessus ou pas du tout? Pour vous, du coup, c'est pas forcément le sujet là, puisque il y a cette contrainte particulière du coup, liée à une ordonnance ou juge d'enfant. Alors, c'est vraiment une question intéressante et ça fait partie de nos préoccupations. Aujourd'hui, il n'y a pas de données disponibles sur l'intervention relationnelle dans le cadre des visites médiatisées. En revanche, ce serait particulièrement intéressant et ce serait tout à fait envisageable à mettre en place, puisque l'idée c'est de former un intervenant, donc ça pourrait être l'intervenant des visites médiatisées, qui utiliserait l'outil d'intervention relationnelle et donc des temps de jeu avec le parent pour accompagner le parent et renforcer ses comportements positifs. Et je trouve que c'est un enjeu particulièrement important puisque, oui, il y a cette séparation qui est mise en place, mais éventuellement il y aura un retour à domicile. Et donc les parents, si on ne les accompagne pas à modifier leurs comportements parentaux, il va se passer exactement la même chose dans la majorité des cas au retour à domicile. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un enjeu. Je sais qu'il y a une recherche qui devrait être menée sur ce sujet spécifiquement, encore une fois au Québec. Donc je sais que là c'est en train de se mettre en place, donc ça nous donnera des données et des idées, mais au-delà de la recherche, à partir du moment où on décide de former ces intervenants à cette question,
la mise en place dans ce type de structure serait tout à fait envisageable et même très très bénéfique. J'encourage fortement ce type d'initiative. Bonjour, Catherine Gauthier, donc je suis chargée de mission donc, de l'Observatoire départemental donc, de la Drôme. Alors vous parliez donc de diffusion donc, de cet outil, nous sommes fortement intéressés puisque au niveau donc, de la Drôme aujourd'hui nous avons le DPE a initié une recherche-action intitulée La complexité des liens en protection d'enfance. Donc nous avons des groupes de travail qui sont à l'œuvre aujourd'hui sur différentes thématiques et on a un groupe de travail qui s'appelle Liens et parentalité. Il ressort déjà, c'est une recherche-action qui a démarré en 2021, qui va se conclure en 2024, et le bilan donc, de 2023, puisqu'on a fait une journée d'études là récemment, il ressort notamment sur la thématique lien et parentalité, de donner le pouvoir d'agir donc, des familles. Donc on avait donc déjà des perspectives, mais pas sous cet angle-là. C'est un pouvoir d'agir dans des familles au sein du système de la protection d'enfance, du dispositif de la protection d'enfance. Mais je me disais, à côté de ma collègue, pourquoi pas, c'est le pouvoir d'agir, et ça c'est peut-être l'essentiel, le pouvoir d'agir dans des familles auprès donc, de leurs enfants. Et comment on leur redonne ce pouvoir d'agir et comment on les accompagne dans cette réflexion-là, et dans ce soutien-là. Donc voilà, on est très intéressés, on va en mode de cet outil, voir comment on va pouvoir peut-être le porter, le développer au niveau d'Adron. Merci. Merci à vous pour votre intervention et je vous rejoins. L'intérêt également, c'est le pouvoir d'agir des parents ou alors du donneur de soins, avec cette idée qu'on va le replacer aussi dans le rôle d'expert de son enfant, puisqu'on ne va pas faire des prescriptions en disant alors c'est dommage, je ne peux pas vous montrer de vidéo puisque les données c'est enregistré, c'est pas possible de diffuser ce genre de données puisque c'est des données sensibles, mais si vous voulez, lorsqu'on fait de la rétroaction, donc on va pointer un comportement positif en disant voilà, lorsque vous mettez en place, regardez ce que vous avez fait, voilà, le sourire sur votre enfant et puis ce que ça vous procure, etc. Ou alors, et là on va demander, sinon on va arrêter sur des moments où on voit qu'il s'est passé quelque chose, on va demander aux parents, mais qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez pu faire, donc on ne va pas leur dire, vous auriez pu faire ça, on va plutôt leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place, comment ils voient les choses, avec cette idée qu'ils ont un répertoire comportemental, ils ont certaines compétences, et que c'est ça qu'on va chercher à favoriser. Donc dans certains cas, ça ne fonctionnera pas. Effectivement, c'est pas magique. Mon propos n'est pas de dire que ça fonctionne à tous les coups, mais que ça peut grandement soutenir les parents. Et plus on va la mettre en place précocement, plus ça va être intéressant. C'est intéressant, c'est que ça développe quand même la responsabilité des parents, ça place dans le condition de l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui savent. Ceux qui savent pour le développement de l'enfant, c'est pas professionnel, savent certaines choses, mais pas que. Et puis ça permet aux parents également de faire le lien avec sa propre histoire, de venir réinterroger sa propre histoire, de réinterroger qui impacte l'accompagnement et le grandissement de son enfance. Ça c'est intéressant, c'est cette capacité d'aller chercher la question du sens et la possibilité pour le parent, tout n'est pas, c'est pas parce qu'on a besoin de protection en France que ça y est, tout est. On amène le parent à faire le pas de côté. Et ça, je trouve ça intéressant. Merci. Bonjour, Cécile Roxel au DPE du 06. J'aurais voulu savoir si vous aviez un profil type de personnel que vous formiez. C'était des puères, des éducateurs ou tout type de personnel de la protection de l'enfance? Alors actuellement, je vais vous parler de l'expérience française. Donc d'abord, là, dans le cadre du pôle parentalité du Pressoir du Roi, c'est les travailleurs sociaux. Donc c'est des éducateurs, éducatrices et éducateurs de jeunes enfants. Et puis il y avait aussi une CESF, je ne me rappelle plus ce que veut dire l'acronyme, peut-être conseillère, accueil social familial, voilà. Donc les travailleurs sociaux
du pôle parentalité, les psychologues et chefs de service. Alors, chefs de service, elles ne mettent pas en place, mais certains psychologues vont à domicile et font aussi l'intervention. Mais par contre, avec donc, le département du Nord, on a commencé aussi à former une partie des intervenants, et là pour le coup c'était donc dans une PMI, et peut-être certains aussi intervenants aide sociale à l'enfance, donc il y a des éducateurs, puéricultrices, infirmières, puéricultrices, en fait toute personne qui va intervenir auprès de l'enfant, et ça pourrait être aussi une assistante familiale, un assistant familial qui a en garde un enfant accueilli. Je vous propose de prendre les 2 dernières petites questions, si c'est possible, très courtes. C'est tout petit. Donc, Fanny Villemain, directrice enfance-famille au département de la Meuse. Pour compléter la question qui vient d'être posée, est-ce qu'il ne faut pas que les professionnels soient aussi bien formés à la théorie de l'attachement? Est-ce que ce n'est pas vraiment un prérequis pour pouvoir utiliser cette méthode? Vous l'avez à un moment souligné. Voilà. Si, bien sûr. C'est-à-dire que je voulais souligner la supervision. Parce que les formations, on en fait beaucoup. On fait souvent des one-shots, on fait une formation et puis pouf. Donc là, évidemment, il y a une formation. Il y a 22 heures de formation à la théorie de l'attachement, au trauma complexe et à la méthode de l'intervention relationnelle. Mais en fait, c'est de la supervision au long cours, c'est-à-dire que de la formation au long cours, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a formés, on les accompagne dans la mise en place du processus. Là, les pressoirs du roi, ça fait 2 ans qu'il y a une supervision. Alors c'est spécifique parce qu'il y avait un projet de recherche, donc on avait des exigences assez élevées pour vraiment être sûr que l'intervention correspond bien à ce qu'elle doit être. Mais sinon, il y a moins de supervision. Là, par exemple, dans notre expérimentation avec donc le Nord, il y a 2 heures de supervision par mois. C'est le minimum. La dernière petite intervention, merci. Oui, je voulais juste, donc Isabelle Saint-Gérand, je travaille au département du Rhône. Je voulais juste dire qu'effectivement, je trouve cet outil, cette approche vraiment très intéressante à mettre évidemment en lien avec le renforcement de pouvoir d'agir des usagers. Et je voulais aussi faire le lien avec le projet pour l'enfant, qui veut aujourd'hui qu'on ait cette approche-là avec une trilogie des perceptions, être bien dans une co-évaluation de la situation de l'enfant, donc évaluation par les parents, bien sûr, qui sont les premiers experts, mais aussi prendre mieux en compte la parole de l'enfant et sa propre analyse de sa situation et la construction de son projet d'accompagnement, et plus largement comment aussi on implique aussi l'entourage proche de la famille et les personnes ressources avec des outils par exemple comme la conférence des familles, mais effectivement comment on n'est plus seulement en position de professionnel, position haute, position d'expert, comment on s'appuie aussi sur l'ensemble des protagonistes pour avoir une analyse partagée et une co-construction du projet d'accompagnement. Merci. Je peux juste compléter par rapport à ce que vous dites, qui est évidemment vraiment intéressant et met tout ça en perspective. Ça m'a fait penser aussi au fait que eh bien, lorsqu'on doit faire un compte-rendu aux parents de ce qui s'est passé, eh bien, c'est aussi particulièrement intéressant parce que eh bien, on va mettre aussi en avant donc, les forces, on va aussi mettre en avant ce qui est plus difficile, et ce qui fait que parfois, malgré l'intervention, on va aller vers des mesures qui vont être encore plus protectives, mais comme finalement on aura dit de manière très objective, voilà ce qui s'est passé. Enfin, je trouve que c'est aussi très soutenant pour le professionnel. Il ne s'agit pas de sa propre représentation, il s'agit de faits, alors je ne peux pas dire incontestables, mais en tout cas d'une observation à partir de faits assez concrets. Alors l'intervention relationnelle ne suffit pas, évidemment, pour évaluer toute une dynamique familiale. C'est un outil de soutien, mais c'est vrai que ça participe à cette logique d'objectiver quand même des situations particulièrement complexes et douloureuses aussi pour les professionnels. Là, c'est vrai que donc, certaines collègues qui utilisent l'outil et qui vont d'ailleurs le présenter lors d'un colloque qu'on fait en novembre, je vous invite à participer si vous êtes intéressés. Le 16 et le 17 novembre, on va présenter ces résultats. Des collègues intervenantes vont présenter leurs résultats, mais aussi différents chercheurs et professionnels du domaine. Et donc ce qu'elles pouvaient mettre en avant, c'est que elles se sentent vraiment soutenues parce que c'est clair, c'est structuré, c'est beaucoup plus facile de porter même des situations
difficile parce que il ne s'agit pas de sa représentation en tant que travailleur social. Donc c'est vraiment étayé. Donc je trouve que c'est vraiment aidant parce que c'est pas évident d'intervenir dans ce type de milieu. Merci beaucoup, Madame Banertois. Merci beaucoup.